Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard. Il ausculte pour nous chaque semaine nos grands médias. Il nous en livre les dérives, les dérapages et parfois, vous allez le voir, quelques rares accomplissements. Cette émission n'existe que grâce à vous. Alors soutenez-nous, soutenez notre projet. Ça s'appelle Riposte. C'est pour bâtir une chaîne d'information populaire et indépendante sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Alors soutenez-nous et signez notre pétition sur tntdesindés.fr. L'œil de Moumou, c'est parti. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi ma chère Amira. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on va ausculter tes tops et tes flops que tu nous as gentiment préparés pour cette semaine. Mais juste avant, on va commencer avec ton traditionnel préambule et quelqu'un a des excuses à nous faire. Oui, alors je m'excuse, ça se dit pas. On présente normalement des excuses, c'est pas ce que va faire Alix Bouyaillé, on en avait parlé la semaine dernière, donc avec son fameux bidonnage complet d'informations. Alors, je le dis, je le répète, mais je le répéterai jamais assez. On a, je le redis, tous le droit à l'erreur, nous compris, évidemment, et on corrige et on présente des excuses lorsqu'on a merdé, pour parler très simplement. Sauf que là, je sais pas, Radio France, ils ont un problème avec ça. Ils ont une médiatrice. Il y a une émission qui passe le vendredi, je crois que c'est le midi, après le journal de 13h. J'écoute toujours avec une oreille attentive. Et à chaque fois, que ce soit sur l'affaire Thomas Legrand, sur plein de choses comme ça, ils disent OK, on reconnaît qu'il y a une erreur, mais... Et là, ils vont faire exactement la même chose en plateau. Je vous laisse écouter, ne serait-ce que l'introduction, où ils vont expliquer que c'est quelques minutes, je crois que c'est 3 minutes, au cours d'une longue interview. Ça sous-entend, c'est pas grave, c'est vraiment peanuts, alors qu'en fait, pas du tout. Je vous laisse écouter. Mais avant de débuter cette grande interview, revenons sur l'émission de dimanche dernier. De nombreux auditeurs nous ont écrit au sujet d'une séquence de quelques minutes durant cette heure de programme. Elle concernait le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, et ses positions sur le 7 octobre, l'intifada et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Dès mardi, nous avons apporté des précisions, des corrections. Vous les trouverez sur notre site. La rigueur de l'information est notre valeur cardinale. Question politique reste le premier rendez-vous politique du dimanche en radio et de loin. Ça, ce sont les derniers chiffres Médiamétrie. Merci à vous. Votre confiance nous honore, elle nous oblige aussi. Un mot, Alix Bouyagué. Oui, lors de l'interview, il y a effectivement eu des formules imprécises et parfois inexactes. Si j'ai pu heurter les auditeurs et les téléspectateurs, je m'en excuse, mais il n'y a eu de ma part aucune intention partisane, aucune volonté de déformer les faits sur des questions qui sont effectivement extrêmement complexes. Et pour clore cette mise au point, j'ajoute que le harcèlement en ligne est inacceptable. Il est aussi puni par la loi. Alors, cette espèce de contrition foireuse est exactement à l'image du communiqué qui a été fait par Radio France. Alors, on va leur rendre un petit hommage, comme on avait fait la semaine dernière. Au moins, ils présentent un semblant d'excuse, sauf que c'est pas à la hauteur du tout. Et la preuve, c'est que dans ce communiqué, dont on va voir un extrait, ils vont reproduire à l'infini le mot erreur, 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 erreur. Non, ce n'est pas de l'erreur. On fait de l'information, on fait un métier qui s'appelle le journalisme. Lorsqu'on affirme quelque chose face à un politique et que c'est pas la première fois qu'on fait des conneries, ça commence à se voir un tout petit peu, qu'on a un parti pris et que ce parti pris doit être alimenté par des fausses informations. En l'occurrence, ça touchait Mamdani, le maire de New York. Et donc, on ne sait pas simplement présenter des excuses, c'est en tirer les conséquences, ce que ne fait jamais Radio France. Et si vous voulez réécouter l'intervention en plateau, vous allez voir que le ton est vraiment... allez, elle est circulée, il n'y a rien à voir. C'est une très bonne journaliste et elle dit elle-même que si j'ai pu choquer, mais non, c'est pas que j'ai pu choquer ou pas choquer. On n'est pas sur le terrain de l'émotion, mais on est sur le terrain de l'information. Et ça, ils n'ont toujours pas compris et ils sont incurables là-dessus. J'espère qu'un jour, ils vont pouvoir bouger. L'autre chose porte, alors ça ne vous aura pas échappé, nous avons commémoré les 10 ans des attentats de novembre 2015. Alors je dis bien des attentats de novembre 2015 et non pas comme Léa Salamé qui a parlé des attentats, des 10 ans des attentats du Bataclan en gommant complètement, en effaçant complètement les victimes des terrasses et du Stade de France. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On parle bien des attentats du mois de novembre, du 13 novembre, qui ont eu lieu dans 3 points distincts, enfin 3 points, 3 fois un lieu, à savoir les terrasses, le Stade de France et
et le Bataclan, évidemment le Bataclan étant le plus cinglant, il y a eu un certain nombre pardon de le dire comme ça, mais de saloperies. Je pense par exemple à Damien Rieu, qui le jour même va décerner un flop, un mauvais point à au responsable de l'association des survivants, des rescapés du Bataclan, en disant qu'il préfère la fermeté face aux terroristes que de danser et d'avoir des propos au travers d'un livre, d'avoir des propos beaucoup plus mesurés, beaucoup plus humains. Et puis, Florence Bergeau-Blaclair va faire exactement la même chose. Donc, elle est la copine de Damien Rieu. C'est Damien Rieu au féminin, pardon. Et elle va faire part, avec une indécence qui force l'admiration, elle va faire part aux rescapés, justement, qui ont chanté, dansé, en mémoire évidemment des victimes notamment, et puis parce qu'ils le souhaitent, ça ne nous regarde pas, la manière dont ils ont de commémorer, c'est pas leur de choisir, question, de décider. Évidemment. Et Blaclair, elle va dire, en gros, au travers d'un tweet, elle va dire que ils doivent bien se marrer, les islamistes, de vous voir danser. On dansera, on pourra danser et chanter quand on aura gagné. Alors, quand on aura gagné, ça, c'est lourd de sens. Hein. C'est civilisationnel, je pense. Hein. Il y a un côté suprémaciste. Quand on aura gagné, contre qui? Et le sous-texte est clair à lire. Clair et précis. Eh bien, Christophe Naudin, qui est l'un de ces survivants, va lui répondre de manière assez cinglante, mais je comprends parfaitement. Il est par ailleurs spécialiste des questions liées à Charles Martel. Enfin, il est vraiment très intéressant, ce garçon. Il va lui répondre en parlant de mépris. Pardon de le citer directement, en parlant de mépris, je vous crache à la gueule, je peux comprendre la haine de certaines victimes, mais des gens comme vous nous utilisent seulement comme consommables de la haine. Je vous souhaite sincèrement le pire. Et franchement, c'est assez sec, mais je comprends parfaitement. J'ai envie de dire, laissez-les tranquilles, ils ont suffisamment souffert et continuent de souffrir. Laissez-les tranquilles, gérez, s'il vous plaît, eux-mêmes leur destinée. Puisqu'on parle de ça, alors là, je ne sais pas si tu as vu passer cette affaire des AESH. Ah ouais, non mais c'est complètement dingue. Tu sais qu'au début, quand j'ai vu passer, j'ai cru que c'était une blague du Gorafi. Oui, moi aussi, vraiment, je n'ai pas cru. Alors tu vas nous raconter. Oui, hein. J'ai attendu, mais comme je le fais à chaque fois, j'ai attendu d'aller voir qu'effectivement la presse avait repris cette information et que c'était réellement une information tellement c'est énorme. Alors les AESH, c'est quoi? Ce sont les accompagnants pour les élèves en situation de handicap, donc AESH, c'est important. Et là, des policiers municipaux, alors que voilà, des syndicats vont se mobiliser pour demander plus d'AESH, parce que déjà c'est un scandale en soi qu'il n'y ait pas suffisamment d'AESH. Je vous invite à aller voir le salaire. Tapez salaire AESH, vous allez tomber dans les pommes. Le salaire et la formation, les pauvres. Ouais, non, mais c'est complètement fou, alors que c'est essentiel évidemment dans nos écoles. Eh ben, il y a des policiers municipaux qui ils vont pas comprendre. Alors je vous laisse regarder la capture. Ils vont pas piger et ils vont penser, alors il faudra peut-être qu'ils prennent des cours d'éducation civique, ils vont penser, ou un truc dans le genre, je sais pas, mais je comprends pas qu'ils n'aient pas compris. Ils ont pensé que c'était une apologie du terrorisme et un appel à soutenir Daesh. Devant une école, je veux dire, il y a des apostrophes AESH, enfin ils auraient pu quand même se renseigner ou juste demander. Et donc ils ont demandé le retrait de ces fameux calicots. Je trouve ça extraordinaire. Alors ça m'a rappelé un truc, là pour le coup c'est du Gorafi. C'était même le Gorafi, je crois. C'était juste après les attentats avec l'affaire des djihadistes. C'était un petit patron d'une boîte dans l'est de la France laisse un message à son épouse: je pars à la Syrie, et c'est interprété comme je pars en Syrie. Sauf que là, c'était une connerie et que là, c'est la réalité. Donc, les gars, un petit effort, s'il vous plaît. Oui, essayez de ne pas nous tendre les perches aussi grossières. Et on va finir ton préambule là-dessus. Moumou, c'est l'heure des tops. Alors, ton premier top, Moumou, franchement, heureusement que tu as commencé avec celui-là, il est génial. Top, j'ai cru qu'elle déconnait. Apolline, alors elle a ramené quelqu'un auquel on n'aurait pas pensé, en tout cas ici aux médias, pour décrypter l'actualité. Ah oui, puis alors européenne, l'économie de la France, les taxations et compagnie. Alors nous, on s'emmerde avec des Alexis Lévrier, mais t'as raison, nous, on n'y aurait jamais pensé. Des Benjamin Biolay, des Daniel Schneiderman, des Albert Lévy, des Guillaume Meurice et autres Émeric Caron. Et on tombe à chaque fois à côté parce que c'est pas des vrais experts, ils connaissent pas leur domaine de compétences. Elle va tweeter, alors
Pareil, hein, j'ai pensé que c'était une connerie, franchement. Alors je me suis dit, c'est une blague, elle va pas inviter ce gars-là pour parler de politique européenne, enfin d'économie et ainsi de suite. Bah si, regardez, qui sait, Patrick Sébastien, sans déconner. Je suis stupéfait. Alors je me suis dit, au départ c'est une blague, en fait j'ai réalisé que non, pas du tout. Et effectivement, elle l'a invité. Et je me suis cogné les 19 minutes. Je vais faire comme Morandini, je vais prendre des stagiaires, moi. J'en peux plus. Attention à ce que tu fais. Hein. Oui, t'inquiète pas. Bah, pour le coup, avec moi, ils seront tranquilles. Je me suis tapé donc les 19 minutes et je ne vais pas vous les montrer parce que ce serait insupportable, mais regardez le genre de propos. Alors, entre deux, vraiment, c'était le programme du Rassemblement national. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Hein. Il est proche, très proche du programme du Rassemblement national. Évidemment, il veut renverser la table, enfin, tous les trucs habituels. Il y en a marre de taxer, gna gna gna, trop de charges, trop de taxes sur les salaires, entre le brut et le net. Il oublie juste de dire que ça sert accessoirement, les cotisations sociales servent accessoirement à financer la sécurité sociale. Mais enfin, c'est un petit détail. Ah bah ça, il sait peut-être pas. Hein. Je pense qu'il ne le sait pas. Tu as peut-être sûrement raison. Mais voilà, je vais juste vous montrer entre deux extraits populistes, voilà ce qu'il était capable d'analyser de manière assez fine, sans aucune, comme d'habitude, contradiction de la part d'Apolline de Malherbe. Je vous laisse écouter ce court extrait. Si c'est prendre de l'argent aux très riches pour entretenir des associations, des copains et tout ça, non, bien sûr. Alors leur taxe Glucksmann, je sais pas, déjà les riches payent beaucoup. Oui, mais c'est normal. Oui, t'as bien entendu, ma chère Amira. La taxe Glucksmann, et ça passe crème. Il n'y a aucune, je sais pas, moi j'entends taxe. Mais elle le reprend pas, Apolline de Malherbe. Alors, je vous le répète, je vous le redis, je contextualise tout le temps les extraits, c'est-à-dire que je prends pas, là je me suis tapé l'intégralité de l'émission, à aucun moment elle ne le reprend, mais exactement comme quand je ne sais plus comment, Jakubowicz avait fait une comparaison entre LFI, Mélenchon et puis le régime nazi. Elle n'avait pas repris du tout. Il a fallu le coup d'après pour qu'elle présente des excuses plates, mais sur le coup, elle n'a pas réagi en disant que Goebbels n'avait pas forcément de rapport avec Mélenchon. Donc c'est systématique. Ils laissent développer les pires conneries parce qu'ils ne l'écoutent pas et parce qu'ils invitent des gens qui ne sont pas forcément équipés pour analyser la situation. Là, on est en flagrant délit d'une journaliste qui n'écoute pas son invité, taxe Glucksmann. Absolument. Alors sans transition, et d'ailleurs on va passer à ton autre top qui s'appelle Top sans transition, c'est sur Lisa Spada. Fait, hein. Vous inquiétez pas, si vous ne la connaissez pas, c'est normal. Oui, alors c'est une grande chanteuse qui crie à la censure. Donc elle vient sur les plateaux. Alors, j'aime bien les gens qui vont sur les plateaux, et qui sont invités sur des plateaux et qui crient à la censure. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Et elle va faire un superbe raccourci. Alors pourquoi je vous la fais écouter brièvement ? Parce qu'elle va évidemment fustiger les appels au boycott, alors que l'appel au boycott, je rappelle que in fine, c'est quelque chose d'entendable et d'acceptable sur un plan juridique. Elle va faire un superbe raccourci, je vous demande de tendre l'oreille. Elle va commencer par parler d'artistes israéliens, puis d'artistes, je vous laisse deviner. Il y a aussi des artistes qui ont été clairement déprogrammés, puisque tous ces appels au boycott contre les artistes israéliens que nous avons dénoncés au fur et à mesure du temps, parce que ça fait 2 ans que ça dure, se sont fait déprogrammer, des fois avec des justifications, parce qu'il est trop délicat de programmer des artistes juifs parce qu'il faut une sécurité renforcée, ou alors parce qu'on ne peut pas programmer des artistes juifs, c'est très délicat en ce moment. Et puis, il y a aussi des artistes qui se sont fait déprogrammer sans aucune raison, qui ne s'étaient même pas exprimés sur le sujet. Et effectivement, c'est là où on se pose la question, puisqu'il se trouve que ces artistes étaient juifs, tout simplement. Moi, en ce qui me concerne, comme je me suis beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux, j'ai perdu pratiquement tous mes abonnés. Et effectivement, le téléphone a cessé de sonner. Plus de propositions, plus de contrats. Ouais, d'artistes juifs. Alors, en quoi c'est intéressant, c'est qu'il y a un sous-entendu que tous les juifs seraient pro-israéliens, voire israéliens, ce qui n'a absolument aucun sens. Il y a d'un côté des Israéliens, des artistes, et il peut y avoir des sportifs, il peut y avoir qui vous voulez, qui peuvent avoir un lien avec ce qui se passe actuellement à Gaza, et puis des gens qui sont complètement, qui sont juifs de confession juive présumée ou de culture juive, et qui, eux, au contraire, sont contre le génocide perpétré à Gaza. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et puis effectivement, je rebondis sur ce que tu disais au départ, la question centrale, c'est qui est Lisa Spada ? Je ne la connais absolument pas. Donc elle pleurniche en disant que son téléphone ne sonne plus.
la question que j'ai envie de poser sans être trop méchant, a-t-il sonné un jour? Alors, on va se poser une question aussi à elle. Est-ce que son téléphone sonne? Elle s'appelle Rachel Kahn. On la connaît quand même mieux que Lisa Spada. Mais ce top-là, tu l'as appelé « Prouve que tu existes » et tu vas nous expliquer pourquoi. C'est une mécanique. On va finir par mettre la chanson de Claude François, le téléphone sonne. Non, Rachel Kahn, je la trouve marrante, sa mécanique. Parce que, en fait, elle va... Prouve que tu existes parce qu'elle va chercher à exister sur une thématique où elle est emmerdée. Alors, c'est notre ami Pierre-Emmanuel Barré qui a fait un sketch où il termine en chutant, en ayant effectivement argumenté tout le long de sa chronique. Il va chuter en disant, je rappelle que c'est un humoriste, on est Charlie ou on ne l'est pas. Il va chuter en disant que, en gros, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle. On peut ne pas le trouver drôle, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, voilà, quoi, ça, c'est de l'humour. Et puis, je rappelle que, par exemple, Sophia Aram, quand elle qualifie un député, en l'occurrence Émeric Caron, elle le compare à un djihadiste, ça émeut pas grand monde. Là, Laurent Nunez, je le précise pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Laurent Nunez porte plainte contre Pierre-Emmanuel Barré, donc de la station, notre cher confrère de la station Radio Nova. Et donc, il va falloir qu'elle existe sur cette affaire. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir un truc complètement lunaire, je vous laisse regarder, qui consiste à dire que, en plus d'avoir tenu ces propos-là, Pierre-Emmanuel Barré va le faire sur une radio qui s'appelle Radio Nova et qui est du même nom. Radio Nova, ça fait, je sais pas, un quart de siècle au moins, enfin même plus que ça. C'était à l'époque des radios libres. Que c'est le même nom, Nova, que le festival du 7. Enfin, elle raccroche des wagons qui sont complètement insensés, complètement fous, et elle fait de plus en plus ça parce qu'elle a de moins en moins d'arguments et que du coup, comme on l'a démontré au cours des dernières, très simplement d'ailleurs, au cours des dernières chroniques, elle en est à faire des parallèles aussi foireux que ça, mais ça nous rappelle Campé à Tel Aviv, qui rappelle les camps et ainsi de suite, oui. Le porc et le cochon de Meyer Habib, ils en sont là à raccrocher des wagons qui sont vraiment, je pense, improbables. Et comme le nom de ton top, il faut bien qu'elle prouve qu'elle existe. Oui. Alors, on passe à ton autre top. Tu l'as appelé top bonne question. Moi, je dirais même très, très bonne question. Oui, on recevait Didier Maisto ici il y a quelques temps. Et puis, il va... Alors, ça m'a fait sourire parce que j'ai eu je me suis posé cette question. Il va voir passer, on va voir un très court extrait, parce que je ne vais pas vous infliger Manuel Valls chez Frédéric Aziza. Enfin, vous voyez le truc de fou. Donc, on va regarder un extrait quand même, mais... Voilà ce qu'il va écrire en réaction. On va voir son tweet. Vous êtes-vous déjà posé la question, Frédéric Aziza, de la nature et de l'utilité de votre fonction dans la société française que vous fragmentez avec la régularité d'un métronome, émission après émission? Pourquoi faites-vous ça? À quoi servez-vous? Qui servez-vous et dans quel but? Effectivement, on se pose la question à quoi sert Frédéric Aziza. Alors, c'est une question rhétorique, hein, c'est une question naïve, faussement naïve. Mais moi, je me pose aussi la question de savoir à quoi sert Manuel Valls. Je vous laisse écouter. LFI, une partie de la CGT, etc. cible à l'occasion d'un rassemblement culturel avec l'Orchestre d'Israël, qui n'est pas une émanation du gouvernement de Benjamin. Ouais. C'est tout le contraire. En plus, c'est pas le problème. Et puis c'est pas le problème. Donc, et c'est pareil pour les équipes de foot, de basket, ou y compris les tentatives sur l'Eurovision. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est du soralisme. Oui, c'est la suite. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'alliance de Dieudonné, de l'extrême droite, des néo-nazis autour de Soral, mais vous aviez aussi des islamistes et le NPA, c'est-à-dire l'extrême gauche. Et je me rappelle d'ailleurs de ces manifestations qui visaient mon domicile et la synagogue rue de la Roquette, toujours autour déjà de la question de Gaza. Et c'est fini pour tes tops. On finit sur Manuel Valls, malheureusement. Pardon. Non, on finit sur Didier Maisto, qu'on salue par ailleurs. Et on va partir pour tes flops. Alors, ton premier flop, Mourad, c'est le flop anti-France. Gilles William Goldnadel est parti, encore une fois, dans ses explications fumeuses et très écœurantes. Je ne sais pas s'il s'écoute lui-même, s'il comprend ce qu'il dit d'ailleurs, mais en tout cas, il va réutiliser la fameuse expression antisémite du début du XXe siècle et puis de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, l'anti-France. Donc c'est comme ça qu'on qualifiait les Juifs qui étaient censés, dans
dans les esprits raccourcis de l'extrême droite française et monarchiste, qui était censé œuvrer pour le complot juif mondial, pour une entité abstraite. Donc de l'antisémitisme pur et dur. Il va l'utiliser évidemment contre LFI. Et il va le faire évidemment pour appeler une nouvelle fois à la chasse aux Arabes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une nouvelle fois, et je précise pour nos amis qui seraient 10, que, évidemment, je ne me moque pas des problèmes de prononciation, j'en ai également, hein. On a tous des petits défauts, des mots sur lesquels on bute et compagnie. Mais enfin, lui, c'est quand même récurrent, il est quand même soi-disant avocat, mais surtout, il va parler notamment de la disparition. Bon, je suppose que c'est la disparition, enfin bon, c'est la disparition, mais enfin, il va parler de disparition en articulant parfaitement, donc je ne comprends pas que, y compris sur le plateau, on ne le reprenne pas. Il va parler de la disparition progressive du français, comme on dit le juif, du français de souche, et il va se retrouver, alors ça c'est un autre problème, ça vaudrait une émission entière, il va se retrouver face à Nolot. Sauf que ça s'appelle face à face. Alors, face à face, ça sous-entend qu'il y a un débat, il y a quelque chose. Enfin, entre Golnadel et Nolot, oui. Alors voilà, j'ai envie de dire que face à face, c'est bien pour, pardon de le dire comme ça, mais pour se rouler une pelle. Mais enfin, là, c'est exactement ce qu'ils font, ils sont d'accord sur tout. Et donc, je piche pas. Et alors, écoutez bien, logiquement, théoriquement, il parle de Mélenchon. Mais écoutez, tendez l'oreille de nouveau, écoutez le nom qu'il va prononcer. Ah. Oui, mais il a toujours été, enfin depuis ces 10 dernières années, avec une belle franchise. D'abord, je voudrais faire une remarque. Moi, j'avais 3 grands-parents qui n'étaient pas français au départ, mais qui sont rentrés dans la légalité sur le sol français. Et j'ai même un grand-père, je le disais la semaine dernière, qui a laissé un œil à Verdun. Sauf qu'il respectait les frontières françaises. Monsieur Mélenchon, c'est vrai qu'il est le candidat assumé de l'anti-France parce qu'il prône totalement, non seulement l'antisémitisme, c'est le parti antisémite, mais le racisme anti-blanc. C'est quelqu'un qui avoue qu'il ne peut pas vivre tranquille dans un quartier où il y a trop de blancs. Ça, au moins, le mérite dans la franchise. C'est quelqu'un qui assume complètement son désir de créolisation. C'est quoi la créolisation ? C'est la disparition progressive du français de souche par voie du mélange. C'est l'exact contraire de ceux qui raillaient l'anti-France, l'extrême droite française des années 20, qui prônait l'idéologie du sang pur. Donc, monsieur Macron, c'est l'extrême gauche dans toute sa laideur. T'as bien entendu ? Il parle de Macron. C'est-à-dire que c'est un tel gloubi-boulga mental que sa pensée, si on peut parler de pensée, qu'en fait, il peut sortir n'importe quelle connerie. D'abord, il n'est pas repris. Et surtout, il en est à mélanger Macron, Mélenchon. Enfin, on pense ce qu'on veut de Macron et de Mélenchon, ils ne sont pas super potes, quoi. Oui, et donc, ça, c'est complètement... Il faut remplir encore. Ça devient vraiment catastrophique, tout ça. Et d'ailleurs, on en vient à ton flop, hein, c'est le flop misère. Alors, t'aimes pas trop dire son nom, tu voulais même pas le dire. Non, et bon, non. Je vais le dire, c'est Bruno Monroe. Je crois que c'est un ancien de télé-réalité. Ah bah, il en a le profil en tout cas. Ça, je peux te le dire. Et il le dit, hein, c'est dur d'être blanc en France en 2025. L'est-il vraiment ? C'est aussi la question que je me suis posée. Être blanc, donc ce calvaire insupportable, et là c'est Sud Radio qui s'y colle avec la fameuse Berda, et qui va défendre cette minorité effectivement que représente la communauté, allons-y gaiement, hein, la communauté blanche, qui se voit évidemment refuser très régulièrement des logements, des emplois et ainsi de suite parce qu'ils sont blancs. Et donc c'est ce genre de personnage qu'on va inviter pour disserter sur quelque chose de complètement et totalement lunaire. Je vous laisse écouter. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté ce débat parce que moi je suis qu'un petit influenceur, donc je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas vos mots, mais on vit malgré tout dans la même France. Et j'aimerais vous dire en toute humilité, réflexion à part, vous savez à quel point c'est dur d'être blanc en France en 2025 ? Vous savez, juste, et après bien sûr je vous laisse répondre, juste pour que, parce que je me mets à votre place et j'entends la douleur des musulmans. Mais est-ce que vous entendez la douleur des juifs, des femmes juives ? Est-ce que vous entendez la douleur des blancs ? Parce que maintenant c'est compliqué d'être blanc en 2025 en France. On devient la nouvelle minorité. C'est un sujet très tabou parce qu'on ne fait plus d'enfants, etc. Mais on devient ce qu'on appelle la nouvelle minorité. En tout cas, c'est voilà.
C'est ma vision de l'état de la France. Parce que statistiquement, c'est faux. Si vous le dites. En tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi, parce que vous voyez, moi, je suis né à Paris et j'ai connu un Paris, j'ai connu une France. Et maintenant, vous savez, et vraiment, vous savez, j'ai des origines, donc il n'y a pas de problème. Mais quand je me retrouve à Vincennes et quand je me retrouve dans des beaux quartiers de France et que je regarde autour de moi, mais des origines blanches, vous vous considérez comme blanc? Vous, en tant que personne? Non, mais c'est une vraie question. Parce que quelles origines? Non, j'ai des origines. Ma mère est brésilienne, mon père est portugais, donc je suis un enfant du monde. C'est pas ça le problème. Je vous demande tout simplement parce qu'on est toujours en train de dire que les musulmans sont victimes de tout. Mais vous savez, madame, je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez le fond de ma pensée. Moi, quand je vais à Carrefour, il y a des rayons halal, mais il n'y a pas de rayon pour les juifs. Et il n'y a pas de rayon pour les autres religions. Donc pour moi, les victimes et les personnes stigmatisées en France, c'est pas les musulmans. Eux, c'est les gens qu'on voit partout représenter la France à l'Eurovision. Par exemple, Bilal Hassani, Slimane, toujours des musulmans. Vous me l'accorderez. Bon, ça, je suis pas des gens qu'on choisit pour l'Eurovision. Voilà, moi, pour le coup, je suis chanteur, donc une petite précision. Quand même. Bien sûr. On trouve des rayons cachers à Carrefour. En plus. Oui, pas tous les carrefours, mais je dis d'un point de vue général. Alors je sais que je me répète, mais chaque fois on dit qu'on va toucher le fond, puis en fait non. On n'y est pas. Cette piscine, cette piscine est formidablement profonde. Alors, on a le flop GPS. Alors, GPS parce que Aziza n'est pas très très bon en géographie et c'est peu de le dire. Ouais, bienvenue chez les ch'tis. Alors, il n'en a rien à foutre de la géographie. Alors, non, ce qui est intéressant dans ce truc-là, il va confondre évidemment, il va s'en prendre encore à LFI, Guiraud et compagnie, antisémixte et tout ça. Simplement, il va essayer quelque chose par rapport à Roubaix, puisque David Guiraud est candidat pour les municipales à Roubaix. Il va tenter quelque chose avec le drapeau palestinien, sous-entendu, c'est le drapeau du Hamas. Bravo et merci pour les habitants. Ils vont être contents, les habitants de Roubaix, de voir qu'en fait, il ne les défend pas eux, mais qu'il défend les Palestiniens. Sauf qu'en fait, la scène se passe à Tourcoing, donc c'est pas du tout, c'est pas Roubaix. Et que il va être taclé, évidemment, je vous laisse regarder, par David Guiraud qui va l'envoyer dans les cordes. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est complètement anecdotique. Simplement, ça montre qu'une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, que notre ami Frédéric Aziza, donc qui effectivement ne sert pas à grand-chose, en tout cas au journalisme, ne fait pas le job. C'est-à-dire qu'il aurait simplement pu aller vérifier sur le compte de David Guiraud, vérifier où ça se passe. Mais ça prend quelques minutes, je veux dire, d'aller vérifier la source d'une information. Mais il le fait pas parce qu'il en a rien à foutre, et parce que l'information n'est pas son métier, parce qu'il n'est plus journaliste depuis au moins 2 ans, et que son seul truc, c'est de taper encore sur LFI. On l'a déjà démontré ici à plusieurs reprises. Vous savez, le fameux montage, je crois que c'était notre ami de Caisse de Grève, qui avait fait un excellent montage où il repose tout le temps la même question. LFI antisémite, Mélenchon antisémite. Voilà, avec une insistance qui force le dégoût. En fait, c'est même plus de l'admiration ni du respect à ce niveau-là. Et c'est fini pour tes flops, Moumou. C'est maintenant l'heure du microscope. Alors, je le disais, c'est l'heure de ton microscope, Moumou. On va parler non pas de la dérive de CNews ou de BFM. Non, aujourd'hui, on passe à la loupe, la dérive de LCI. LCI qui s'en prend à des gamines voilées venues visiter l'Assemblée nationale. En gros, LCI estime que Yael Braun-Pivet avait raison, tout comme l'extrême droite, de juger cette situation inacceptable. On va commencer à décortiquer ce moment. Ça dure une dizaine de minutes. Moumou, tu te l'es farci, hein. Merci, merci à toi. On va donc planter le décor et le parti pris d'Anaïs Bouton, il est évident. Il est absolu, il est total, elle est en pleine décontraction. Alors, on peut avoir un point de vue, simplement, il faut jouer le jeu de la contradiction. C'est la règle de base. Alors, pourquoi LCI cette semaine? Parce que jusqu'il y a encore peu de temps, j'ai envie de dire 2 ans, c'était une chaîne que je qualifiais, que j'estimais généraliste. Là, ils ont complètement... Voilà, c'est pareil, la fameuse fenêtre d'Overton médiatique, qui court après BFM, qui court après CNews, et du coup, il y a un phénomène comme ça... il y a un phénomène de captation des idées et du format. Et là, ils vont se retrouver entre potes, je n'ai pas d'autres mots, à partir du principe évident que... donc je ne vous l'avais pas passé la semaine dernière parce qu'il y avait beaucoup d'actualités autres, mais donc il y a eu cette fameuse histoire de gamines, alors, je ne sais pas, qui avaient 12-13 ans, je crois, des jeunes collégiennes d'une école musulmane qui étaient venues à l'Assemblée nationale sur l'invitation, alors je crois que c'était le ministre...
Non, d'un député. L'ancien ministre de l'Agriculture qui les avait... Marc Fesneau. Oui, c'est ça, merci. Marc Fesneau qui les avait invitées, et donc elles sont venues voilées. Alors, on peut avoir un avis, évidemment, sur le voilement ou pas de filles de cet âge-là, il n'y a aucun problème, sauf que là, comme tu l'as très bien dit, Amira, c'est un parti pris. Et les journalistes ne sont pas là, a priori, pour avoir de parti pris. C'est-à-dire qu'ils doivent confronter ce qu'on pense, nous, d'un fait, on n'en a rien à cirer, c'est pas la question. Sinon, vous êtes chroniqueur. Là, il y a des journalistes et des chroniqueurs, et tous partent dans la même direction. Je vais, par exemple, vous montrer effectivement comment Anaïs Bouton va planter le décor. Je vous laisse regarder. Donc déjà, on va s'entendre, Christophe, islamophobe. Est-ce que c'est un terme pertinent dans le débat public français? Non, parce que c'est un terme pervers. Et c'est pour ça que la France... Qui a été inventé par les frères salafistes. Alors, il y a plusieurs origines. En 1910, un ethnologue français avait utilisé ce mot, islamophobe, pour désigner tous ceux qui détestaient et l'islam comme religion et les musulmans. Et puis, ça s'est perdu et c'est revenu, en effet, de manière beaucoup plus idéologique, comme un argument de la propagande salafiste. C'est-à-dire, si vous voulez critiquer l'islam politique, l'islam intégriste, si, par exemple, vous voulez dire l'abaya à l'école, ça me dérange, le burkini dans les piscines, j'en veux pas, vous êtes islamophobe. Vous êtes décrété islamophobe par les complices de l'islam politique. C'est pour ça que la France insoumise en a fait une munition de son arsenal idéologique et ils utilisent cette munition chaque fois qu'ils peuvent. Et puis Moumou, c'est pas fini, hein. On en remet une couche avec Emmanuel Ducrot, la pro-loi du plomb. C'est une lobbyiste, une complotiste. Enfin, elle est épinglée tout le temps. Emmanuel Ducrot, je vous laisse aller regarder si vous la connaissez pas. C'est un peu l'équivalent de journaliste du Point ou d'autres, de Vosner et compagnie. D'ailleurs, elles sont copines comme cochon. On a le droit de le dire, hein, je crois. Elle remettre une couche et elle va rentrer dans le truc en parlant des frères musulmans et du libre arbitre. Je vais vous dire pourquoi ça me pose question. Je vous laisse écouter. Emmanuel. J'ai écouté Marine Tondelier ce matin. Elle est dans le même souffle. Elle était capable de défendre la ségrégation dans le métro en expliquant qu'il fallait des wagons pour les femmes et qu'elle prendrait ces wagons-là. Mais ça, les islamistes ont gagné. Alors, elle était capable de défendre ça parce que les violences faites aux femmes, etc. Et dans le même souffle, défendre l'idée que des enfants puissent être voilés, ce qui est une violence faite aux femmes. Moi, je veux quand même rappeler la même chose. On parle de petites filles. On ne parle pas d'adultes, on parle d'enfants. Pour les petites filles, le voile, ça n'est ni à l'école, ni dans l'espace public, ni d'ailleurs nulle part. L'argument des promoteurs du voile, qui sont quand même souvent des frères musulmans, c'est qu'il repose sur le libre choix. On parle d'enfants. Quand on est un enfant de, je ne sais pas quel âge ont ces petites filles, entre 10 et 13 ans, manifestement, on n'est pas en mesure d'avoir un libre arbitre sur ce genre de choses. Ah bon? C'est instrumentalisé par les frères musulmans? Qu'est-ce qu'elle en sait? Rien du tout. Enfin, en tout cas, à ce stade-là, elle n'en sait rien du tout. Donc, on revient sur l'entrisme des frères musulmans à la Bergeau-Blaclair, là, tous les délires complotistes, c'est pour ça que je parlais de complot tout à l'heure. Et puis, elle va parler du libre arbitre. Alors, rebelote, on peut très bien discourir, on peut très bien avoir un avis mitigé, voire un avis contraire, sur la question, faut-il ou pas laisser des enfants se faire, je vais mettre des guillemets, embrigader dans une religion. Il n'y a aucun problème, on peut discourir de ça. Sauf que là, est-ce qu'ils ou elles ont déjà parlé, par exemple, des enfants de cœur ? Jamais. Je ne parle même pas de ceux qui se font fracasser et violer dans les écoles privées ou hors contrat là, du sud-ouest de la France. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle pas des dizaines de milliers de victimes, des gamins victimes de l'Église catholique depuis des décennies. Je ne parle même pas de ça. Je parle simplement du fait de mettre votre gamin dans une école catholique privée ou une école qui enseigne la Torah, enfin, ce que vous voulez. Mais oui, en France, en l'occurrence, quand c'est du privé, c'est affilié à une religion. Bah évidemment, mais je veux dire, qu'on mette une kippa sur la tête d'un gamin de 6 ans, a priori, eux, ça les dérange pas. Qu'on fasse circuler des gamins dans des églises avec des cierges le dimanche matin, ça les dérange pas. Là, par contre, ça les dérange. Donc c'est ça le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un parti pris et que c'est plus du tout quelque chose une mise en perspective qu'il aurait fallu à minima avoir sur cette question-là. Et je le redis, on ne sait absolument pas les raisons
qui ont fait que ces gamines étaient voilées. On n'a pas d'explication, mais eux en ont une. Oui, en tout cas, Emmanuel Ducrot, elle le sait, elles ont été forcées par les frères musulmans. Ouais, oui, évidemment, elle est au courant. Et Mourad, on va continuer avec Guillaume Oda et son analyse à l'emporte-pièce. Oui, alors lui aussi va expliquer que ça véhicule un message politique. Je rappelle quand même qu'on est sur quelques gamines prises en photo. Alors, j'ai tenté d'étudier un peu au départ quand j'ai vu cette photo, l'angle. Évidemment, c'est pris des rangs de l'extrême droite et ça a été aussitôt envoyé aux racelards de Frontières qui en ont fait leur chou gras et qui ont publié contre toute règle. Alors, c'est même pas une règle déontologique ni éthique, je crois même que c'est une règle légale. Ils ont publié les photos des gamines non floutées. Hein. Donc, il y avait vraiment une volonté de les jeter en pâture, comme ils savent le faire. Et puis après, les vautours, évidemment, arrivent, eux les premiers, pour finir les restes. Et ben, il va, lui aussi, avec une analyse très fine, pour ça que c'est très bien que tu parles d'emporte-pièce, une analyse très fine, il va expliquer que évidemment il y a un message politique derrière. Évidemment. Mais vous savez, je me dis, c'est un peu comme si on voyait quelqu'un avec un béret basque et une baguette et qu'on dit oh là 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 là, il y a quelque chose, il y a un message. Il y a un message politique très très fort. Si on se balade au Pays Basque, on peut en voir des belles et des vertes et des pas mûres. Je vous laisse écouter le grand analyste Guillaume Oda. Après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est quand même un anachronisme historique que de penser en 2025 en France que le Coran et d'ailleurs son interprétation soit une sorte de code civil parallèle qui régirait la vie des musulmans en société, qui plus est en France. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus. C'est un projet politique qui est porté par les fréristes, donc les frères musulmans, qui cherchent à imposer le Coran en tant que supra-code civil, en réalité, à tous les fidèles musulmans. Ces gamines qui portent le voile, en effet, parce qu'il s'agit de gamines dans l'hémicycle. D'abord, comme vous le disiez très justement, elles n'ont pas choisi. Il n'y a pas de libre arbitre à cet âge-là. Et deux, elles sont le véhicule d'un message politique. Bah, évidemment. Elles sont le véhicule d'un message politique qui vient percuter, le principe de liberté individuelle, ces gamines, est-ce qu'elles ont choisi? Non. 2, d'émancipation, égalité homme-femme, hommes et femmes, des enfants, des fillettes, et de laïcité, évidemment, qui est au fondement de ce qu'est notre République. Donc oui, il s'agit d'une provocation. Et quand je lis Éric Coquerel de la LFI qui est dans son rôle et qui se réfugie derrière la règle de droit, donc on l'a évoqué, etc., mais qui dit, vous donnez le point, Madame Yael Braun-Pivet, à ce média d'extrême droite qui pointe injustement et de manière islamophobique, en réalité, le fait que des gens portent le voile ou non. Mais non, c'est pas ça la provocation. La provocation, c'est d'utiliser ces jeunes filles comme un instrument et un véhicule politique d'un message très particulier. Là, on va enfoncer le clou de cette séquence. Parce qu'il manque quelque chose. Ah oui, il manque quelque chose et c'est Christophe Barbier qui va nous le donner. Ah bah oui, il manquait l'islamo-gauchisme. Ils n'ont pas parlé de wokisme, c'est marrant. Il manquait le projet politique, évidemment, lié à l'islamo-gauchisme. Et c'est l'inénarrable Christophe Barbier qui va s'y coller. Et je vous laisse une nouvelle fois tendre l'oreille, notamment par rapport à la réaction que va avoir Anaïs Bouton. C'est riche d'enseignements. Je vous laisse écouter. En revanche, de la part de la France Insoumise, parti mélenchoniste, Mélenchon qui était le plus grand défenseur de la laïcité jusqu'au début des années 2000, on a une volonté politique qui s'appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire appuyer une conquête politique de gauche radicale sur les revendications de l'islam politique, parce que c'est là qu'on peut drainer les électeurs de ce que Mélenchon appelle la France nouvelle. Donc on fait des cadeaux, on fait des concessions à l'islam politique en espérant des voix. Alors aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est très grave. Ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire. C'est marrant, c'est presque un aveu. Ben oui, c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Ce que dit Barbier et toute la clique des Ducrot, Oda et compagnie, oui, c'est grave, c'est extrêmement grave, parce que ils remettent de l'huile sur le feu, ils remettent 5 balles dans la machine pour quelque chose de relativement anodin. J'interviewais il y a quelques jours pour un média suisse un docteur, enfin un professeur qui vit en Angleterre et qui exerce en Angleterre, qui m'expliquait que c'était absolument pas, on n'avait pas ce phénomène-là du tout, et que quand on arrivait à la douane anglaise, on avait, quand il rentre de France ou de Suisse, quand il arrive à la douane, il voit des gens avec un turban, un voile, des gens basanés de type asiatique, et que ça pose aucun problème. Il y a vraiment
que chez nous que ça est en train de prendre des proportions que je trouve inquiétantes. Alors que ce soit dans la société, pardon Amira, que ce soit dans la société et dans les milieux politiques, c'est un autre débat, que ce soit relayé à ce point-là, avec cette grossièreté-là par les médias médiatiques. Et par LCI, qu'est-ce qui est passé par la tête de LCI pour construire un tel plateau avec Emmanuel Ducrot, Barbier, Guillaume Audat, Anaïs Bouton? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le problème, c'est que c'est pas une première. C'est-à-dire que ce serait un accident de parcours avec des excuses derrière, pourquoi pas? C'est pas du tout le cas. On va reprendre la Queen. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de Ruth c'est qui la Queen? C'est pas moi. Si, Amira. La Queen numéro 2. C'est Ruth El-Krief, toujours dans son mensonge sur le 7 octobre. Et face à elle, un Bompard qui a été très factuel, calmement. Oui, absolument. Elle va mentir factuellement. Et en fait, donc, quand on dit depuis 2 ans, c'est à peu près ça. Et elle va revenir tranquillement à l'antenne sans qu'il y ait la moindre excuse, qu'il y ait le moindre problème par rapport à ce qu'elle a pu dire. Heureusement, effectivement, qu'il y a pour le coup de la contradiction. Mais c'est pas de la contradiction... comment dire, c'est pas un préparé, attendu. C'est-à-dire que ils ne savaient pas collectivement que Bompard allait réagir comme ça. Donc c'est pas, on invite quelqu'un pour apporter une contradiction sur un sujet précis, un spécialiste ou un expert ou compagnie. Non, ils ont manque de bol, ils sont tombés une nouvelle fois. D'ailleurs, il faudra vraiment qu'on l'ait ici en plateau, Manuel Bompard. Ils tombent une nouvelle fois sur un os. Je vous laisse regarder. Ça remonte au 3 décembre 2023. Vive Gaza, vive la résistance, génocide. Est-ce que ce sont des mots qui encouragent à la paix civile? D'abord, madame, dans votre question, avant de passer l'extrait, vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses. Et donc, je veux les corriger ici, devant tout le monde. D'abord, j'ai condamné dès le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas. La branche armée du mouvement de résistance. Le premier jour, les actions qui ont été commises par le Hamas. J'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur qui ont été commis. Et j'ai demandé depuis le premier jour un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal lu, parce que, madame, je vous renvoie à l'intervention que j'ai faite le 9 octobre. Je vous renvoie à la réunion qui a été organisée par le président de la République le 11 octobre, dans lequel j'ai transmis avant cette réunion un courrier au président de la République dans lequel je lui ai demandé d'agir pour un cessez-le-feu en fixant comme préalable la libération de l'ensemble des otages. Mais vous ne qualifiez toujours pas le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que M. Ruffin l'a entendu lorsqu'il dit dans Le Monde nous ne sommes pas à la hauteur de la situation? M. Ruffin, qui est membre de LFI. Il n'a pas dit ça, M. Ruffin. Il a dit ça. Si nous ne sommes pas capables d'avoir une parole audible, alors nous ne serions pas à la hauteur de la situation. Notre parole, dit-il, n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Je considère que notre parole est à la hauteur de la situation. J'étais en train de corriger les mensonges que vous avez proférés dans votre question. Je termine de le faire. Vous dites que nous n'avons pas eu de compassion ou d'émotion. C'est totalement faux. Et je ne sais pas comment vous pouvez exprimer à la place d'une personne de savoir si elle a ressenti de l'émotion ou si elle a exprimé de la compassion. Pour ma part, j'en ai exprimé. Ou peut-être pas. Alors, à chaque fois, ils s'empêtrent dans les trucs, les machins. Donc, ils affirment. C'est toujours la règle. Ils affirment. Mais c'est comme avec Bouillaguet. Ils affirment. Après, ils disent oui, mais enfin, peut-être qu'il ne l'a pas dit. Effectivement, je vous concède que le maire de New York ne l'a pas dit récemment. Il ne l'a pas dit récemment, il ne l'a jamais dit. Il l'a dit tout court. Tout simplement. Là, c'est pareil. Comment peut-on... C'est pas une erreur d'affirmer qu'un politique n'a pas réagi ou n'a pas qualifié d'attentat ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est gravissime. C'est pas une erreur. C'est volontaire. Et quand on connaît le parti pris, le militantisme de Ruth El-Krief sur ces questions-là, il n'y a aucun doute. Et puis, elle n'en est pas son coup d'essai. En tout cas, tu parlais de premier os. Là, il y en a un deuxième, Mourad. C'était sur Amal Bentounsi. Oui, la candidate à la députation est militante pour les questions de dignité dans la police, si tant est que, voilà, on part d'un petit peu loin quand même. Elle avait sorti, alors on l'avait vu dans cette chronique, elle avait sorti un mensonge. Alors, une femme arabe de gauche, elle est forcément homophobe à minima, puis antisémite, ça c'est les packs, les machins là comme chez McDo, vous repartez avec un petit carton où il y a tout dedans, et donc il faut qu'elle soit homophobe, et puis là elle se dit je vais le piéger, le gauchiste homophobe et antisémite, sauf que une nouvelle fois ça passe pas. Amal Bentounsi qui a dit
On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande. C'est une fake news, madame. Elle a démenti, mais sa déclaration C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a expliqué démenti les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là en l'occurrence par exemple contre l'homophobie, était complet et total, et donc elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Et il y a toujours ce truc avec notamment Pujadas, on va vérifier. Mais ça marche pas comme ça. On vérifie avant. C'est-à-dire qu'ils sortent les pires saloperies du monde. Ils présentent des excuses parfois. Ruth Elkrief, je crois quand elle avait craché au visage des organisations non gouvernementales, les ONG, alors je crois que c'est Amnesty notamment, qu'ils n'auraient pas réagi, ou alors parce qu'ils réagissent parce que c'est des Palestiniens, que c'est des Arabes. Mais par contre, quand il y a des femmes agressées, des femmes israéliennes, ils ne le font pas parce qu'elles sont juives et que donc ils sont antisémites et gna gna gna. Alors évidemment, Amnesty a dégainé aussitôt le communiqué qu'ils avaient fait le jour J quasiment, je crois, ou à J+1, qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté ou au doute. Donc voilà, et elle avait dit, mais, je m'excuse, mais, enfin je présente mes excuses, mais, voilà. Donc c'est tragique, c'est pathétique, et puis LCI a vraiment gagné, alors notamment avec Caroline Fourest, on le passe assez régulièrement, a vraiment gagné son ticket perdant, j'ai envie de dire, dans la cour de tous ces médias qui se bolorisent franchement, je pense que, et je terminerai là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs extraits que je ne vous passe pas parce que je n'ai pas le temps, mais il y a vraiment des extraits que je pourrais vous passer. À l'aveugle, vous seriez incapable de savoir si c'est CNews, si c'est LCI, si c'est BFM, voire même Frontières, le torchon complotiste. À cette question, Moumou, pour toi, aujourd'hui, en tout cas maintenant en 2025, il n'y a plus aucune différence, selon toi, entre CNews et LCI ? Ah bah là, je vais faire plaisir à notre ami streamer Shelex, parce que je vais aller plus loin. Lui qui disait que le service public, y compris, s'extrême droitise, voire même est d'extrême droite. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, il est quand même, l'histoire lui donne un peu raison. J'irai jusqu'à France Info, oui. Entre France Info aujourd'hui et CNews, sur certains sujets, évidemment je généralise pas, c'est pas le truc, sur des sujets notamment sur le Moyen-Orient, pour prendre que cet exemple-là, puisque c'était l'exemple avec Alix Bouillaguet, oui, je ne vois pas objectivement de différence. On va faire une espèce de récap, je pense à la fin de l'année là, pour les fêtes. Aujourd'hui, le top des flops reste et restera, je pense, pour l'année complète, même si on n'est jamais à l'abri, mais restera Gaza Riviera, enfin, au cours de la dernière saison. C'était pas CNews. Et c'était pas CNews, c'était France Info. Non plus. Exactement. Et c'est la fin, en tout cas, de tes tops, de tes flops et du microscope. On va passer à tes coups de cœur. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, tu nous as préparé 3 livres. Oui, absolument. Alors, il y a Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite. Alors, c'est super intéressant. C'est Eliamine Setoul, c'est édité à Université Paris-Cité Édition, et il va suivre un militant de l'ultra-droite qu'il va rencontrer. Il est sociologue, un spécialiste des processus de radicalisation, et il va donc enquêter et rencontrer le fameux Kylian, y compris en prison, pour essayer de comprendre comment... Ah, donc c'est pas une fiction. Non, comment on en arrive à cette ultra-droitisation. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, l'auteur est spécialiste en question de processus de radicalisation, c'est pour ça que je le précisais, ce qui figure en 4 de couvre, parce que je fustige assez régulièrement le fait que... les consoeurs ou les confrères utilisent ce terme-là de manière assez légère. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, « Et c'est à ce moment-là que devant Internet, il s'est radicalisé. »
Et on ne sait pas comment, pourquoi, on ne connaît pas la genèse de tout ça. Alors, généralement, c'est pour les djihadistes, là, c'est pour l'ultra-droite. Et je trouve ce travail vraiment extrêmement intéressant. Alors, elle est intéressante, ta question, parce que tu me demandes si c'est un roman ou pas un roman. J'ai presque envie de ne pas vraiment répondre par l'affirmative ou par la négative. Je vous laisse le lire parce qu'on a l'impression, effectivement, de lire soit une enquête, soit un roman, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cet ouvrage. Sandra Lucbert, qui, elle, a commis cet ouvrage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement concis, qui s'appelle « Le ministère des comptes publics ». Comptes, c'est O-N-T-E-S. C'est chez Verdier. Et ça raconte la question de la dette. Et la question, ça met en perspective, notamment là, elle explique qu'une maternité ferme, un accouchement tourne mal, un enfant meurt. Et interpellé, le préfet n'a qu'une chose à dire, nous sommes comptables de la dette publique. Et le verrou est mis, effectivement, elle met en perspective, elle met en image et en abîme, si j'ose le dire comme ça, ce que signifient concrètement les comptes publics et ce fameux compte, C-O-N-T-E, autour des questions de la dette. Le dernier livre, c'est Pepe Escobar, qui s'appelle 2030. C'est aux éditions du Cercle. Alors, c'est très, très troublant parce que Pepe Escobar... donc, c'est un voyage. C'est quelque chose qui relève de la science-fiction. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace en 2030. Je vais vous laisser le découvrir. Et c'est un journaliste brésilien indépendant qui est correspondant à l'étranger. Et il avait été arrêté par les talibans. Et il avait alerté, avant le 11 septembre 2001, il avait écrit un article exhortant même à attraper Oussama Ben Laden. C'est marrant, hein. Donc il avait quand même du pif, ce garçon. Et là, il s'essaye à la fois un roman d'anticipation et puis une immersion en profondeur en 7 fragments. Donc c'est un dialogue inactuel autour de la pensée de Jorge Luis Borges. Donc je le redis, c'est Pepe Escobar 2030 et c'est aux éditions du Cercle. Alors c'est fini pour les livres que tu nous conseilles cette semaine et c'est l'heure des remerciements, Mourad. Oui, absolument, il y en a très peu. Il y a un endroit qui est très très accueillant, dont j'ai déjà parlé une fois ici, mais que je trouve très sympa, qui s'appelle l'Escale. C'est vers la Croix de Chavaux, donc c'est à Montreuil, c'est pas loin d'ici, c'est boulevard de Chanzy. Et on y croise l'équipe qui est vraiment adorable, qui s'appelle Shafik, Nassim, Boualem et Driss. Alors, dans un tout autre registre, malheureusement, je souhaiterais rendre hommage à Philippe Juravert, qui est ancien secrétaire de la CGT du RERB et conseiller régional en Île-de-France. Il est décédé à l'âge de 64 ans d'un cancer foudroyant. Bien évidemment, nous adressons à ses proches, à sa famille, à ses amis, à ses camarades toutes nos pensées et nos condoléances les plus sincères. Je terminerai par Boualem de Bourges, donc dans le Cher, Virginie et Nathalie également du Cher. Alors le Cher, c'est très bizarre, hein. Je pense que je vais prendre une résidence secondaire là-bas parce qu'il y a vraiment un fan club assez conséquent et je les remercie très chaleureusement et je les embrasse pour leur fidélité, ainsi que Marie-Claude de Baudre. Ça, c'est dans l'Indre, légèrement au sud de Bourges. Et on les salue toutes et tous, oui, bien évidemment. Joie. Moumou, c'est la fin de cette émission. C'est passé vite, comme d'habitude. Oui, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec grand plaisir. Exactement, à la semaine prochaine. Et il y aura une spéciale. On n'en dit pas plus, mais il y a une surprise pour vous la semaine prochaine. Donc restez bien connectés, vous l'aurez compris, l'œil de Moumou, c'est fini. Mais je le disais pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une surprise. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le média. À bientôt.